stérile et inefficace pour les bouscater. Mais vous en ferez ce que vous voudrez, mes paroles n'engagent que moi. Merci de nous rejoindre en tout cas. Je dois aussi vous demander d'excuser les absences de Madame Leclerc qui a donné procuration à Monsieur Vincent, Monsieur Thierry Valex, procuration à Monsieur Didier Bladou, voilà. Madame Bernadette Hirsch, procuration à Philippe Farjon, et Nancy Traoré, procuration à Monsieur Alain Marc. Voilà, et pour le reste, tout le monde est là, c'est parfait. Merci. S'il le veut bien, je vais céder la parole de suite à Monsieur Sébastien Labatte pour qu'il fasse l'appel et qu'il gère le secrétariat de cette assemblée. Merci. Alors, bonjour à tous. Patrick Bobet, Bernard Junca, Emmanuel Angelini, Dominique Vincent, Virginie Monnier, Johan Taris, Odile Leclerc, Denis Cancard, Bérangère Dupin, Gwenelle Lamarck, Bénédicte Salin, Monique Soula, Daniel Chrétien, Philippe Valmier, Françoise Cossec, Alain Marc, Agnès Fossé, Sandrine Jovenet, Thierry Valex, procuration, Didier Bladou, Philippe Farjon, Bernadette Hirsch, Nathalie Soares, Nancy Traoré, Sébastien Labatte présent, Géraldine Audebert, Émilie Masseron-Cazenave, Grégoire Reddy, Maël Fétou, Jessica Castex, Claire Layan, Emmanuel Chaugnot, Christine Collin, Jean-Bernard Marceron et Patrick Alvarez. Alors, communication des décisions du maire prises en vertu de l'article L2122-22 du CGCT. Alors au préalable, il y a peut-être deux choses à vous dire. La première sera l'approbation du PV de notre séance du 11 octobre, mais surtout au préalable, vous demandez l'autorisation d'inscrire un point 4 bis dans les nouvelles nominations pour le CCAS, parce que Mme Layan m'a fait part de son souhait de céder la place, parce qu'elle veut s'investir dans d'autres conseils, on va y venir, commission, et de céder la place à donc Mme Collin, c'était votre choix. Voilà. Donc si vous voulez bien, nous l'inscrivons en 4 bis, et nous le voterons directement. Si tout le monde l'accepte, n'y voit pas d'inconvénient, on va donc distribuer sur table tout de suite le projet de délibération. Et pour ce qui est de la CAO, il n'y a aucune urgence, on le fera dès le mois de janvier. Voilà. Voilà, alors le procès verbal de la séance du 11 octobre, mes chers collègues, appelle-t-il de votre part des remarques, des demandes de modification, de compléments, de précision? Ça n'est pas le cas, si je comprends bien. Nous l'approuvons en félicitant les rédacteurs de ce document. Merci. Alors, nous venons donc à nos décisions prises en vertu de l'article L2122-22. Je le balaye très vite, hein, vous m'arrêtez s'il y a des choses qui vous posent question. Assurance, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Les marchés publics, guère plus, me semble-t-il. Pour ce qui est de la culture, ce sont des contrats classiques qui n'appellent rien, si ce n'est, mais c'est vraiment un simple détail, le Molière malgré moi n'est pas le 11 mars 2016, mais le 11 mars 2017, puisque c'est à venir et non pas passé, mais c'est la seule petite coquille que j'ai relevée dans ce qui était précisé. Et pour le reste, développement durable, pas plus que le patrimoine ou la jeunesse, et les finances et les ressources humaines, je ne pense pas qu'il y ait de grandes difficultés, mais je suis à votre disposition, bien sûr, pour répondre à vos demandes de précision. Est-ce que c'est le cas, mes chers collègues? Je vous laisse reprendre ces pages sous les yeux. Voilà, il n'y a pas de vote, vous le savez. Je me dois de vous donner à chaque début de conseil toutes les décisions prises par les délégations que vous m'avez confiées. Et bien sûr, si ça devait ouvrir sur un débat, une explication, je serai tout à fait en mesure de vous y répondre, bien sûr. Ça n'est pas le cas, donc nous avançons. Donc sujet de direction générale avec la délibération numéro 1, ligne D du tramway, travaux barrière du Médoc, opération de soutien à l'activité économique et acquisition de chèques parking. Le rapporteur est Bernard Junca. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Une délibération assez inhabituelle mais très importante dans son fond. Vous l'avez compris à sa lecture et justifiée par ces circonstances dont vous êtes témoin, puisque vous avez l'occasion de fréquenter l'avenue de la Libération. Donc aujourd'hui, cette avenue de la Libération, elle est traversée en plein cœur par les travaux de déviation de réseaux, eau, gaz, électricité,
fibre, téléphone, etc., qui vont devancer les travaux propres à la mise en place du ballast et des rails. Ce qui veut dire que nous sommes partis pour les travaux jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année civile 2019. Vous avez peut-être pu le constater, ces travaux créent un certain nombre de perturbations, de déviations, de circulations, d'itinéraires déportés, malins pour certains, contraints pour d'autres. Et aujourd'hui, il est évident, pour être en contact très fréquent avec eux, que les commerçants de l'avenue de la Libération connaissent des difficultés et un certain préjudice. Il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui ont été mises en œuvre pour les commerçants, les artisans, les professions libérales, l'ensemble des professionnels. Parmi ces mesures d'accompagnement, citons peut-être tout d'abord la commission d'indemnisation amiable, qui est une commission sous la responsabilité d'un magistrat vice-présidé par un élu communautaire, en l'occurrence notre maire Patrick Bobet, qui a pour objectif d'analyser l'ensemble des dossiers qui sont présentés par les commerçants et qui peuvent justifier d'une baisse de chiffre d'affaires en raison de l'impact des travaux. Donc ça, c'est la première mesure, qui est une mesure quasiment institutionnelle, qui a été mise en œuvre sur les autres tronçons du tramway à Bordeaux et qui est bien entendu continue au Bouscat. Je crois qu'il n'est pas complètement hasardeux que le maire du Bouscat se soit proposé pour être vice-président de façon à gérer, vous l'avez compris, ces dossiers au meilleur intérêt de l'ensemble des gens qui les présentent. De façon plus informelle, nous avons mis en place depuis maintenant un peu plus de presque un an un groupe de contact qui regroupe l'ensemble des professionnels de l'axe Libération. Ils sont une quinzaine, répartis depuis la barrière jusqu'au quartier carrément de l'hippodrome. Ils sont représentatifs de l'ensemble des activités et nous les rencontrons tous les mois pour l'instant, mais c'est une fréquence que nous devrions accélérer avec la montée en puissance des travaux. Nous les rencontrons tous les mois. Quand je dis nous, c'est bien entendu la mairie, ses élus et ses services, mais également le pôle mobilité, la mission tramway, la maîtrise d'œuvre TISIA. Donc ils ont réponse à l'ensemble des questions qu'ils se posent, des questions actuelles, des questions de projection également de travaux. Nous élaborons également avec eux un certain nombre d'actions de communication. Voilà, donc ce groupe fonctionne bien. On va vraisemblablement d'ailleurs franchir un pas et à partir du début de l'année 2017, ces réunions, nous allons les ouvrir à l'ensemble des commerçants, c'est-à-dire même s'ils ne sont pas forcément représentés par quelqu'un, ils pourront venir s'ils ont à un moment donné des questions à poser sur ces travaux. Vous comprenez bien entendu la nécessité d'un accompagnement quotidien, vraiment proche de cet ensemble d'acteurs économiques qui connaissent une certaine souffrance aujourd'hui. Et puis, vous l'avez peut-être vu sur les murs de notre ville, dans les pages du Bouscat Magazine, nous avons mis en place un certain nombre d'actions de communication pour justement essayer de dire aux Bouscatais qu'ils continuent à fréquenter cet axe et pour que ces commerçants traversent cette période difficile en laissant le moins de plumes possible. Donc il est nécessaire dans ce contexte, c'est ce que vous dit la délibération, d'encourager, de stimuler le développement du commerce et des services, donc en mettant en place des actions et des animations, je viens de vous en citer quelques-unes, mais aussi en développant les capacités de stationnement de proximité. Alors vous l'avez peut-être vu si vous fréquentez comme moi, comme nous, l'axe Libération et plus particulièrement la barrière du Médoc. Aujourd'hui, il y a eu une compensation relativement forte des places qui ont été perdues du fait des travaux et du fait du tracé futur également de la ligne D. Bien entendu, sont maintenus le parking de nid, parking de surface situé donc en plein cœur de barrière, le parking par cube dit parc de Cdiscount, mais qui est géré par Cube, vient d'ouvrir de l'autre côté des boulevards le parking Beaujon, et puis à l'initiative du maire du Bouscat, la métropole a pu acquérir le terrain dit de l'IDAC, enfin le bâtiment dit de l'IDAC, situé avenue des Innes, en face de l'école Tivoli, de façon à pouvoir accroître le potentiel de place en proximité de la barrière du Médoc, facilement atteignable par les gens qui se garent au parking de l'IDAC, par le petit passage
passage qui se situe dans la galerie commerciale qui prend rue La Harpe et qui se finit avenue La Libération. Donc ce parking existe aujourd'hui, il faut le faire connaître et le faire vivre, et il contient aujourd'hui 82 places. Donc si on cumule cet ensemble de places, Idac, Parcube, Denis, Parking Beaujon, si on y ajoute également la zone bleue que nous avons essayé de mettre en œuvre dans les rues La Harpe, Victor Billon et Général Leclerc, nous avons aujourd'hui un potentiel de 600 places autour de la barrière du Médoc, et nous avons un enjeu fort qui est de dire aux Bouscatais, continuez à venir à la barrière du Médoc, mais venez-y peut-être de façon un petit peu différente, sans oser espérer de poser votre voiture devant le commerçant qui vous intéresse à ce moment-là. Vous n'allez peut-être plus pouvoir, comme par le passé, poser votre robe ou votre pantalon au pressing, mais vous aurez peut-être à aller dans un parking de proximité et puis faire quelques pas de façon à rejoindre ce fameux commerce qui vous intéresse sur l'instant. Voilà pourquoi cette campagne de communication, nous l'avons intitulée « Vos commerces à 2 pas ». Et nous avons ici un flyer qui va être distribué dans un premier temps à l'ensemble des commerçants de la barrière du Médoc, et puis distribué plus largement à tous les foyers bouscatés, de façon à faire passer cette information de solidarité commerciale en quelque sorte avec des commerçants de l'axe Libération. Donc 82 nouvelles places de stationnement payant qui sont exploitées depuis novembre 2016, c'est tout récent, par la régie Parcube. Et c'est sur ce parking que porte la délibération, puisque vu les conséquences difficiles, dommageables sur l'activité, sur la fréquentation du site de la barrière du Médoc, nous avons choisi d'intensifier et de varier peut-être nos actions de soutien, et nous vous proposons donc ce soir, parmi le train de mesures que je viens d'évoquer, d'en ajouter une nouvelle, l'acquisition exceptionnelle de 5000 chèques parking auprès de la régie Parking de Bordeaux Métropole, qui nous les vend à un prix préférentiel, mais pas drastiquement préférentiel. Donc cela représente une dépense de 6 000 € TTC. Nous allons en doter l'ensemble des commerçants de la zone, de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes les transmettre à leurs clients, de façon bien entendu à les aider à pouvoir se stationner, mais aussi à faire connaître ces nouvelles modalités de stationnement. Donc ils sont utilisables, cela exclusivement sur le parking de l'Idac. Il n'est pas exclu que dans le courant des travaux, nous fassions d'autres opérations intéressantes, d'autres zones de stationnement. Voilà donc, mes chers collègues, le dispositif sur lequel je vous demandais de m'écouter d'abord et de vous prononcer ensuite. Donc ce que l'on vous demande ce soir, c'est de bien vouloir autoriser l'acquisition de ces 5000 chèques parking pour un montant de 6 000 € TTC, et de dire que ces dépenses sont inscrites au budget comme il se doit au chapitre 011. Merci de m'avoir écouté, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il est vrai que nous étions tous le jeudi 1er décembre à la barrière du Médoc pour lancer les illuminations de Noël. Beaucoup d'élus majoritaires y étaient, monsieur Alvarez était là, monsieur Marceron également. Bon, le discours des commerçants que nous rencontrons très souvent, vous en doutez, était quand même extrêmement pessimiste, et nous avons compris qu'il fallait réagir très rapidement, très urgemment, parce que nous sommes dans la période la plus propice au commerce, période de pré-Noël. Il y aura ensuite les soldes au mois de janvier, mais déjà maintenant, il faut surtout que cette période-là se passe le moins mal possible pour les commerçants. Donc cette idée nous est venue de proposer ce qui vous est donc proposé ce soir, et je crois que ça va dans ce sens-là. Monsieur Alvarez a demandé la parole, je la lui donne bien volontiers. Oui, monsieur le maire. Quand la puissance publique vient en aide au secteur privé, alors vous me direz que c'est cette même puissance publique et les décisions de cette puissance publique qui, certes conformes à l'intérêt général, sont la source des tracas, et le mot est faible, endurés par les commerçants et les acteurs économiques qui occupent donc l'avenue de la Libération. Alors, faute de multiplier les places de parking, nous attribuons des chèques parking qui allégeront légèrement, mais allégeront la contrainte subie par les commerçants du secteur de la barrière du Médoc. Donc je voterai pour cette délibération. J'ai néanmoins une question annexe. Le sigle me plaît beaucoup, CIA, dont vous êtes le vice-président. J'espère que ce n'est pas l'agence de l'anglais en Virginie. Cela étant, rue Fondodège,
comment se passe justement la réalisation de ces dossiers, puisque je sais que certains commerçants ont déposé, et ça peut nous donner une indication sur ce qui va se passer sur le Bouscat, en pourcentage, quelles sont les attributions et les premiers résultats et les sommes qui sont provisionnées justement pour ces travaux. Vous avez raison, le Fonds d'Odège a déjà essuyé les premières difficultés, bien sûr, dès cet été, et les premiers dossiers nous sont parvenus déjà en quantité importante. Selon les commerces, parce qu'on ne peut pas faire de statistiques au doigt mouillé comme ça, mais malgré tout, selon les commerces, on est autour de 50%, pratiquement de chute. Ça va mieux maintenant, beaucoup mieux, les travaux se sont quand même régularisés. J'ai d'ailleurs l'impression que même à la barrière du Médoc, les choses vont moins mal ces jours-ci que ça n'était au tout début, parce que passé l'effet de surprise et la stupeur de plus de voitures, plus de circulation du tout, petit à petit les commerçants s'organisent et les acheteurs reviennent d'une certaine manière. Donc sur la rue Fonds d'Odège, les choses ont été très difficiles en plein cœur de l'été, ça va nettement mieux depuis, mais très grosso modo, les vrais services, ce que j'appelle les vrais services dont on a besoin tous les jours, une boulangerie, une pharmacie, pourquoi pas, accusent des difficultés bien moindres que les commerces dont on peut se passer ou que l'on peut trouver tout à fait ailleurs. Et je cible là, en vous disant ça, les commerces de vêtements, par exemple, qui eux sont plus en difficulté, bien sûr. Donc ça nous sert de leçon. Le calcul est fait de manière extrêmement simple et mathématique. Vous le savez, nous prenons la moyenne du chiffre d'affaires des 3 années précédentes, mois par mois. Donc on part janvier à janvier, à la moyenne de janvier, mars à la moyenne de mars des 3 années précédentes, quand on les a, mais on les a en général. Et on prend la baisse de chiffre d'affaires que l'on multiplie par la marge bénéficiaire, tout simplement. C'est pas très compliqué. Baisse de chiffre, la moyenne, multipliée par le coefficient multiplicateur de la marge bénéficiaire qui est très variable. Certaines professions margent à près de 80%, d'autres ne margent qu'à 25%. Ça dépend de ce que l'on vend. Voilà, le calcul est extrêmement simple, tout le monde le connaît. C'est d'ailleurs assez curieux de voir à quel point les experts comptables qui aident souvent les commerçants, qui nous font ces demandes, nous font des demandes qui sont chiffrées, mais pratiquement à l'euro près de ce qu'on va réellement leur donner. Parce que la vraie question qui se pose pour nous en CIA, on prend ce sigle-là qui simplifie et qui permet d'aller plus vite, c'est de savoir d'abord si les personnes sont éligibles. Et si elles le sont, après le calcul est assez vite fait et les experts comptables, comme par hasard, nous demandent une somme qui est pratiquement celle que l'on attribue à l'arrivée. Parce que le calcul, tout le monde le connaît. Voilà, alors ça n'est pas toujours le cas, parce que parfois on enlève un mois ou deux parce qu'on considère que les travaux n'étaient pas aussi impactants que ça, et on a un magistrat qui est quand même extrêmement jugulaire, quoi, hein. La loi c'est la loi et on l'applique, donc c'est un peu compliqué, mais grosso modo on indemnise à la hauteur de ce qui est attendu, grosso modo. Avez-vous d'autres... Oui, juste pour compléter ta réponse auprès de notre collègue, c'est vrai qu'on peut se poser à un moment donné la question, puissance publique et domaine privé. Vous l'avez bien dit, c'est au titre de l'intérêt général que, bien entendu, cette activité privée a été impactée. Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier le rôle social que joue dans le quotidien, notamment des personnes âgées, le commerce de proximité. Et je crois qu'à ce double titre, nous n'avons pas réfléchi, nous pouvons y aller. Merci. Madame Layan, vous vouliez vous exprimer apparemment? Allez-y. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne. Oui, bonsoir à tous, monsieur le maire. Oui, nous aussi, on est favorable, bien sûr, à l'arrivée du tram et bien sûr à une aide pour nos commerçants de la barrière qui sont très durement touchés par les travaux. Donc nous allons nous aussi voter pour cette délibération en espérant qu'elle fonctionne et qu'elle donne les résultats attendus. Voilà, comme vous l'avez compris, elle est à double détente parce que là, si elle fonctionne, ça veut dire que les acheteurs seront revenus, bien sûr, mais là, ce que l'on veut faire à travers cette délibération, c'est, certes, le parking est gratuit, mais d'abord, il y a un parking. C'est ce que l'on veut que les gens entendent. Il y a un parking, il y a des parkings à proximité immédiate. Ils sont gratuits pour 1 heure, mais ça c'est presque secondaire. La délibération, elle impactera sur tout, et je compte un peu sur notre journaliste qui est dans cette salle pour dire les choses de manière très claire. Il y a des parkings, ils existent, et ils sont à proximité immédiate de la barrière. Et en plus, ils sont gratuits, tout au moins pour la première heure et pour un parking bien ciblé. Donc voilà, je crois que notre travail aussi, c'est de redire, il y a des parkings. Venez à la barrière, vous avez des possibilités tout à fait adaptées, tout à fait faciles de vous stationner. Nous avons dit l'essentiel, mes chers collègues, nous nous prononçons, pas d'abstention, pas de vote contre, vote pour unanime. Merci mes chers collègues. Sujet numéro 2, désignation de 2 élus au sein du Conseil de la vie associative suite à la démission de 2 de ses membres. Rapporteur, monsieur le maire. Oui, alors là on va faire simple sur
3 ou 4 qui se suivent, vous l'avez compris. Nous sommes là en l'occurrence sur le Conseil de la vie associative qui a été bien monumenté et bien mené par notre collègue Bénédicte Salin qui maintenant est en place depuis pratiquement 1 an et demi, qui fonctionne bien. C'est une bonne chose. Les assos se retrouvent, font des projets ensemble et c'est l'intérêt commun. Donc suite au départ de Mme Ketglas et M. Qatar, je vous propose, pour ce qui nous concerne, je suis désolé de parler le premier, pour ce qui nous concerne, de faire la proposition de Jessica Cassex. Et Mme Layan, vous nous proposez quel nom, s'il vous plaît? Le mien. Très bien, j'avais bien compris ça. Parfait. Voilà, donc, bon, on va peut-être se dispenser d'un vote à bulletin secret, si vous le voulez bien. Alors, je vais simplement reprendre peut-être la liste entière pour que chacun s'y retrouve bien. Seront donc proposés globalement pour siéger au sein du Conseil de la vie associative Mme Salin, Mme Cossec, M. Chrétien, Mme Soares, M. Labatte, Mme Fossé, Mme Castex, Mme Layan, M. Marceron et M. Alvarez. Nous sommes bien d'accord sur cette liste. Pas d'abstention pour cette proposition, pas de vote contre. Vote unanime, général, positif. Merci mes chers collègues. Sujet numéro 3, composition de la commission des finances. Nouvelle élection suite à la démission d'un de ses membres. Rapporteur, monsieur le maire. Merci. La commission des finances, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire à quoi ça sert, donc je ferai très court. Simplement vous rappeler donc, que c'est monsieur Pascal Broquer qui a démissionné, et je crois savoir que madame Layan a fait la même proposition pour siéger. Très bien. Alors je vous propose, mes chers collègues, de procéder de la même manière. Je vous donne la liste revue et corrigée, et nous nous prononçons. Donc monsieur Taris, monsieur Junca, madame Angelini, monsieur Vincent, madame Monnier, madame Layan, monsieur Marceron et monsieur Alvarez. Pas d'abstention, pas de vote contre, nous sommes tous d'accord, vote pour, unanime. Merci mes chers collègues. Sujet numéro 4, désignation d'un élu au sein du syndicat départemental électrique de la Gironde suite à la démission d'un des membres. Rapporteur, monsieur le maire. Voilà, que nous appelons dans notre jargon le SDEG. Comme on parle de CIA, on parle aussi de SDEG. C'est la mode ici de parler ainsi. Alors, de la même manière, monsieur Broquer a démissionné et vous me proposez, madame Layan, je ne sais plus ce que vous m'aviez dit. Emmanuel Chaugnot. Il me semblait bien, d'accord. Bien, donc la liste est beaucoup plus courte puisque nous avons trois élus, monsieur Cancard, monsieur Valmier et donc madame Chaugnot. Pas d'abstention de votre part, mes collègues, pas de vote contre, vote pour unanime. Merci. Donc dossier numéro 4.1 du coup oui. Voilà. Désignation d'un élu au sein du conseil d'administration du CCAS du Bouscat. Rapporteur, monsieur le maire. Alors de la même manière, je ne vais pas vous faire l'injure là aussi de vous dire à quoi sert le CA de notre CCAS du Bouscat, mais vous dire donc que monsieur Broquer ayant madame, voilà, autant pour moi décidément, madame Layan souhaitant démissionner, nous vous proposons la candidature de madame Collin, c'est bien ça? Madame Christine Collin. Mes chers collègues, nous prononçons de la même manière, pas d'abstention, pas de vote contre, vote pour, unanime. Merci mes chers collègues. Nous passons au dossier finances avec le dossier numéro 5, présentation du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, décision et approbation, rapporteur Johan Taris. Monsieur le maire, chers collègues, donc après la CIA et le SDEG, voici donc la CLECT. D'ailleurs, ce n'est pas la CLECT, c'est la CLETC, puisque c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées, mais c'est totalement imprononçable comme ça. Donc vous connaissez la CLECT qui réunit Bordeaux Métropole et les 28 communes de la métropole et qui est donc l'instance de dialogue entre les communes et la métropole dans le cadre des processus à la fois de transfert de compétences et de mutualisation. Donc la CLECT s'est réunie durant cette année 2016. Elle a fait son travail sous la présidence de Patrick Bobet, vice-président aux finances de Bordeaux Métropole. Il y a un certain nombre donc, des décisions prises par la CLECT qui impactent directement la ville du Bouscat. Donc vous en avez la liste dans la délibération. Il y a le transfert de compétences sur la lutte contre la pollution de l'air. Donc c'était la subvention que nous versions à l'ERAC pour 1 668 €. Une régularisation du taux de charge de structure appliqué au transfert de la compétence propreté qui joue en sens inverse et qui minore de 1 425 €, donc l'attribution de compensation. Et puis pour mémoire, ce que nous avons voté le 11 octobre, à savoir
une régularisation du cycle 1 de la métropolisation auquel participe le Bouscat pour un montant d'un petit peu plus de 59 000 euros. Donc tout ceci a un impact donc pour l'exercice 2017 de 59 286 euros, ce qui porte donc notre attribution de compensation à un montant de 6 276 000 euros, 6 276 051 euros. Merci, monsieur le rapporteur. Il n'y a pas de questions. Si, monsieur Varese, allez-y. Oui, monsieur le maire, alors faisant suite au conseil municipal du 11 octobre et à la série de décisions relatives à la, c'est vrai, imprononçable CLECT, qui est le vrai bras armé de la politique de mutualisation, je me suis opposé à tous les dossiers de mutualisation, donc je voterai contre ce dossier. J'avais cependant une question un peu plus technique à vous poser, que j'ai pas pu retrouver le raisonnement sur la modification de l'article 11 du règlement intérieur de la CLECT, qui a trait au taux de charge de structure mutualisée. Alors on a un tableau, page 61, qui donc les taux historiques sont à 25%, vous nous dites. Ensuite, les taux théoriques à 15, un taux de charge de structure de mutualisation 3,39, et on arrive à un taux de charge de structure, c'est pas très clair, de transfert de compétences modifiées à 13,39. Alors j'ai pas tout à fait suivi la mécanique intellectuelle qui préside au raisonnement, et j'avais une deuxième question. J'ai entendu hier au conseil municipal de Bordeaux qu'il y avait un petit jeu d'écriture comptable qui pourrait être opéré par la loi et qui allait mettre donc en section d'investissement les attributions de compensation. Quel est votre avis? Enfin, quelles informations peut-être avez-vous en tant que vice-président de la commission des finances? Oui, merci pour votre question. Peut-être à relever une petite erreur de votre part, ce qui est quand même rarissime de votre part, mais la CLECT n'est pas la mutualisation. La CLECT, elle s'occupe essentiellement des transferts de charges, c'est la loi MAPTAM, c'est la loi qui le demande. La mutualisation, c'est notre bon vouloir, si j'ose dire, alors que le transfert de charges, c'est la loi, et on doit l'appliquer. Donc la CLECT s'occupe que de transfert de compétences, hein, uniquement. La mutualisation, c'est entre nous. Et des transferts de charges, bien sûr, mais sur des données bien précises. Ça, c'est la loi MAPTAM. La mutualisation, c'est la loi CRT, non, RCT, décidément, je mets toujours les sigles à l'envers, réforme de collectivité territoriale de l'an 2000. Donc là, c'est beaucoup plus vieux, ça. Ces transferts de charges, et notamment la prise en charge de ces charges elles-mêmes de structure, pour faire très simple, quand on transfère un service, on transfère du personnel et des équipements. Très bien. Cette somme-là qui est calculée, elle est majorée de 25% pour prendre en compte toutes les charges de structure que sont les ressources humaines, la finance, l'informatique, de manière arbitraire. Mais c'est ce qu'on retrouve dans tous les observatoires financiers des collectivités. Donc ce chiffre de 25% a été admis par toutes les collectivités. Sauf qu'on s'est aperçu que les villes qui mutualisent, donc du coup, les finances et les ressources humaines sont pénalisées parce qu'elles payent en fait deux fois. Donc on leur enlève 2 fois 5% dans ces 25% pour les villes comme le Bouscat qui transfère les ressources humaines et les finances. Et 2% de plus quand on transfère l'informatique et le système informatique. Voilà ce que... Alors, quand le service n'est pas totalement transféré, il y a effectivement des comptes d'apothicaires qui sont mis en place où on prend un pourcentage, un ratio en quelque sorte du service par rapport aux 5% ou aux 2% qui sont enlevés. C'est pour ça que vous arrivez à des chiffres, à du 3,39, à des choses comme ça. Parce qu'on prend en fait à l'agent même et on comptabilise de manière un petit peu particulière. Et le troisième élément de votre question, c'est effectivement une bonne nouvelle pour les villes qui transfèrent des équipements lourds. Vous savez que la ville de Bordeaux n'a pas transféré ni l'opéra ni l'auditorium pour ces raisons-là, parce que quand vous transférez ceci, c'est de l'investissement. Sauf que l'attribution de compensation que la ville paye chaque année pour compenser la perte que la métropole va payer à sa place passe dans le fonctionnement. Ce qui fait que ça dégrade complètement vos ratios d'équilibre et vous passez en autofinancement négatif dans la mesure où vous mettez ces sommes importantes à l'espace fonctionnement et non pas à l'espace investissement. Donc tout récemment, l'Assemblée s'est prononcée pour l'accord de passer ces sommes-là en investissement, ce qui va changer considérablement, bien sûr, les équilibres financiers et les ratios, sauf que ça n'est pas tout à fait gagné, il faut que ça repasse effectivement dans le vote dans la semaine prochaine. Mais c'est parti dans le bon sens, effectivement, je pense que cette fois le bon sens va l'emporter, ce qui évitera à des grosses collectivités comme les grandes villes telles que Bordeaux et d'autres villes de passer en autofinancement négatif, ce qui est complètement ridicule. Voilà, j'espère avoir été assez complet dans mes réponses, vous avoir apporté les
des éclairements dont j'ai à peu près la maîtrise à la métropole, bien sûr, et pour cause. Mes chers collègues, sur ce qui est proposé, pas d'objection, c'est très mathématique et arithmétique, hein, vous le comprenez, c'est assez technique. Nous nous prononçons. Abstention, Monsieur Marceron. Vote contre, Monsieur Alvarez. Vote pour, le conseil municipal, excepté les 2 personnes citées au préalable. Merci. Dossier numéro 6, décision modificative numéro 3 au budget principal 2016 de la ville. Rapporteur Johan Taris. Oui, monsieur le maire, chers collègues, donc comme son nom l'indique, il s'agit bien de la 3e décision modificative à notre budget primitif 2016. Cette décision modificative porte sur 3 points. Le premier point qui est lié justement à la mutualisation et aux relations avec Bordeaux Métropole, qui nous amène sur les biens transférés à la métropole dans le cadre de la mutualisation, à comptabiliser ces biens en amortissement sur l'année 2016 et non pas en cession. Donc c'est ce que vous retrouvez de manière équilibrée, hein, sans incidence budgétaire. Premier point donc, de cette décision modificative. Le deuxième point concerne la redevance versée par Elior, notre prestataire en restauration, redevance qui a été versée sans TVA et à la demande donc, de la Direction régionale des finances publiques. La TVA a été intégrée, ce qui explique donc le chiffre de 634 000, à la fois en dépenses et en recettes, puisque nous percevrons cette TVA et la redevance Elior dans sa globalité, et dans la redevance Elior, et nous la reversons, donc ça correspond à ces 634 000 euros, et nous la reversons bien sûr à l'État. Et enfin, troisième point donc, de cette décision modificative, c'est le décalage de 2 opérations d'investissement, à savoir les travaux les travaux d'accompagnement du tramway réalisés par la ville et les travaux de réhabilitation de la salle Jean Martial. Les travaux d'accompagnement du tramway qui étaient inscrits à hauteur de 500 000 euros dans notre budget primitif et qui ont été sans objet cette année. Ces crédits n'ont pas été mobilisés dans le cadre de l'avancement du chantier du tramway. Et puis 1 500 000 donc sur Jean Martial. Le projet, je parle sous le contrôle de Dominique Vincent, le projet a fait l'objet d'une intense concertation avec les usagers qui amènera une mobilisation de ces crédits sur l'exercice 2017 et non pas en 2016, et en bonne gestion et dans un souci de sincérité budgétaire, eh bien nous supprimons ces crédits puisqu'ils ne seront pas utilisés sur l'exercice 2016. Voilà, monsieur le maire, ce que je pouvais vous dire, chers collègues, sur cette décision modificative numéro 3 au budget primitif 2016. Merci. Merci de votre synthèse, mon cher collègue. Avez-vous des questions Je crois qu'il a parfaitement illustré les trois axes de cette EDM, hein. Bien sûr, je ne vais pas y revenir. Vous avez parfaitement compris. Si vous avez des questions de précision, d'incertitude de votre part, ne vous gênez pas, nous sommes là pour y répondre, bien sûr, mais je crois qu'encore une fois, tout a été dit. Nos non-immobilisations, des sessions qui n'ont pas été faites, notre TVA et ce qui n'a pas été réalisé pour la salle Jean Martial sont les 3 éléments majeurs de cette délib qui nous amènent à vous proposer ceci, tout simplement. Pas de questions. Abstention. Monsieur Alvarez. Vote contre. Vote pour. Unanime, à part Monsieur Alvarez. Merci, mes chers collègues. Dossier numéro 7, inscription en non-valeur, titre irrecouvrable, rapporteur Johan Taris. Alors, c'est une délibération très classique, monsieur le maire, chers collègues, délibération très classique donc, à savoir la constatation donc d'inscription en non-valeur, c'est-à-dire en clair de titre irrecouvrable, pour un montant total de 1 173,91 € et avec un historique qui vous est indiqué sur la délibération de créances qui s'étale qui remonte à l'année 2016 jusqu'à 2012, et vous avez le détail pour chacune de ces années. Voilà. Effectivement, ce sont des choses qui reviennent chaque année, et dans cette enceinte-là, et dans celle de la métropole, bien sûr, pour les mêmes raisons. Ce n'est pas les mêmes montants, hein, la métropole. Hein, ce sont des taxes d'aménagement qui ne sont pas réglées par certains promoteurs. On n'est pas... la virgule est décalée d'au moins 2 chiffres, mais c'est normal. Pas d'interrogation, nous confirmons. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, pas plus. Vote pour, unanime. Merci, mes chers collègues. Dossier numéro 8, autorisation de reverser les recettes d'une vente de livres au profit du Téléthon. Rapporteur Emmanuel Angelini. Monsieur le maire, mes chers collègues,
La médiathèque procède régulièrement au tri et à la révision des collections afin de les mettre en valeur et d'offrir des ressources constamment actualisées. Une délibération du conseil municipal du mois de septembre 2010 prévoit que les documents sortis des collections puissent être proposés à la vente au prix unique de 1 €, quel que soit le type de document. Cette année, une nouvelle vente a été organisée à la source lors du week-end du Téléthon. Le produit de cette vente est de 473 € et il est proposé de reverser les recettes de cette vente au profit du Téléthon sous forme de subvention. Merci, chers collègues. Nous étions il y a 1 heure à la cérémonie de remerciement de toutes les associations, toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer à la fois à la collecte de la banque alimentaire et au Téléthon. C'est vrai que chaque année, il y a un élan de générosité qui fait plaisir à voir dans notre ville du Bouscat, et pas qu'au Bouscat certes, mais particulièrement dans notre ville ici avec beaucoup d'associations qui créent un tissu vraiment extrêmement solidaire. Mes chers collègues, pas d'objection, il n'y a pas de débat, j'imagine. Abstention, ce n'est pas le cas. Vote contre, pas plus. Vote pour, unanime. Je vous en remercie. Dossier économie, dossier numéro 9, association Le Patio, octroi d'une subvention de fonctionnement au titre de l'exercice 2016. Rapporteur Johan Taris. Oui, monsieur le maire, chers collègues, vous connaissez l'association Le Patio, qui est l'association gestionnaire de notre tiers-lieu du Bouscat, donc l'espace de travail partagé qui se situe centre Max Monichon, qui a ouvert l'année dernière au printemps 2015, qui fonctionne bien aujourd'hui puisque il y a plus d'une cinquantaine d'adhérents à l'association et donc d'utilisateurs de ce tiers-lieu, qui d'ailleurs n'est pas très loin d'arriver à saturation en termes donc de taux d'occupation. Et nous avons effectivement une convention de partenariat avec le Patio dans laquelle nous avons effectivement défini un certain nombre d'axes en commun qui relèvent de l'animation économique et sur lesquels intervient cette association. Donc à la fois auprès de ses propres adhérents par l'organisation d'un certain nombre d'ateliers thématiques, de séances d'information ou de moments de convivialité qui sont importants pour ce lieu parce que dans les espaces partagés, dans les tiers-lieux, cette dimension de convivialité, on a l'habitude souvent de dire que l'endroit le plus important d'un tiers-lieu c'est la cuisine et on le retrouve vraiment au Patio. Et puis il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont ouvertes aussi sur l'extérieur, qui ont aussi pour but de promouvoir l'entrepreneuriat sur la commune. Donc dans le cadre de ces actions, le Patio a récemment recruté une salariée, une animatrice tiers-lieu en CDI, de manière à structurer davantage ces actions. Et dans le cadre donc, de nos relations avec le Patio, il vous est proposé d'octroyer une subvention de fonctionnement à l'association pour l'exercice 2016 d'un montant de 3 000 €, en précisant que nous avons donc deux types de relations avec le Patio, qui sont à la fois nos locataires, puisque nous percevons un loyer au titre donc des espaces qu'ils occupent sur le centre Max Monichon, et puis ce sont également nos partenaires en matière de développement économique, et c'est l'objet donc de cette subvention qu'il vous est proposé d'octroyer au Patio, en précisant aussi, parce qu'il n'est pas interdit de se donner parfois des petits satisfecit, mais qui seront adressés principalement au Patio, même si peut-être que la ville a aussi sa part. J'étais récemment avec les services de la région, le service des TIC qui nous a accompagnés sur la création du Patio et qui nous disait de façon très claire, qui cite l'exemple du Patio, il cite l'exemple du Bouscat comme l'exemple le plus réussi de collaboration entre une association, c'est-à-dire des initiatives privées autour d'utilisateurs d'un tiers-lieu, et la collectivité. C'est réellement un projet que nous avons co-construit avec eux, et je crois qu'il est intéressant de constater que le Patio avance, grandit et va continuer à croître, et il est important que nous puissions l'accompagner. Merci beaucoup, c'est vrai, ça n'est plus un projet, c'est une vraie réalisation et qui est extrêmement positive. 3 000 € à mettre en face aussi d'un loyer qui nous est payé à 18 000 €. C'est important aussi d'avoir les deux chiffres. Loyer 18 000 €, une subvention de 3 000 €, c'est pour vous donner l'ordre de grandeur entre ces deux chiffres. Et c'est vraiment un tiers-lieu qui marche extrêmement bien, comme l'a très bien dit Johan Taris. Et on est assez heureux, pour ne pas dire fier, de cette réalisation. En tout cas, on en est très heureux, ça c'est sûr. Mes chers collègues,
Pas de difficultés particulières, nous nous prononçons. Abstention, ça n'est pas le cas. Vote contre, ça n'est pas le cas. Vote pour, unanime. Merci mes chers collègues. Merci. Dossier numéro 10, règlement local de la publicité intercommunale. Rapporteur Émilie Masseron-Cazenave. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir. Donc un règlement local de publicité édicte des prescriptions à l'égard des publicités des enseignes, des préenseignes, visibles sur toute voie ouverte à la circulation publique. Ces règles, plus restrictives que le règlement national, peuvent être générales ou s'appliquer à des zones identifiées. Il se trouve que depuis le 22 mars 2013, l'élaboration d'un règlement local de publicité intercommunale a été engagée par une délibération au niveau de Bordeaux Métropole pour prendre en compte ces nouvelles évolutions législatives et réglementaires en matière de publicité extérieure. En effet, en application de la loi Engagement national pour l'environnement, Bordeaux Métropole est compétente en matière de plan local d'urbanisme, mais également pour élaborer ce qu'on appelle le RLPI. Une période de concertation a eu lieu entre avril 2013 et juin 2016, qui s'est clôturée par un bilan qui a été arrêté en Conseil de Bordeaux Métropole le 23 septembre dernier. Nous avons donc 3 mois au niveau des communes et de l'ensemble des personnes publiques qui ont été associées à cette élaboration pour rendre un avis. C'est l'objet de la délibération de ce soir. Alors, afin que la description que je vous propose soit la plus digeste possible, on a souhaité s'appuyer sur une cartographie qui existe et sur laquelle apparaissent les différents zonages. En effet, la commune est concernée par différents zonages dont je vais vous faire la description. Il s'agit tout d'abord de la zone numéro 1 qui concerne les espaces de nature. Elle apparaît en vert sur le document. Dans notre cas, c'est surtout la zone de l'hippodrome qui serait impactée et tous les dispositifs publicitaires y seront désormais interdits et les enseignes devront respecter des règles d'implantation et de format particulier. Il en est de même des autres espaces de nature que nous avons sur la commune et qui ont été identifiés, répertoriés comme tels sur le document d'urbanisme au niveau du PLU. Ensuite, la zone 2, qui est la zone en jaune. Donc celle-ci représente des secteurs d'intérêt patrimonial donc sur l'ensemble de la métropole. Concernant la commune, 2 secteurs ont été intégrés à cette zone. Et il s'agit du centre-ville élargi, comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc c'est vraiment un grand centre-ville, hein. C'est pas seulement le parvis et voilà, ça inclut le prochain îlot, l'îlot Renault en face. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça va de part et d'autre de l'axe de l'avenue de la Libération. Et ça va aussi jusqu'à rue Auguste Ferré et des commerces aussi qui se situent dans cette zone. Et donc dans cette zone-là, c'est pareil, la publicité sera interdite. Seule la publicité sur les mobiliers urbains tels qu'on les connaît aujourd'hui, de maximum 2 mètres carrés, sera autorisée. C'était justifié cet intérêt patrimonial parce que nous avons dans ces secteurs-là des échoppes en pierre de taille et des villas qui ont été répertoriées comme telles et qui pouvaient prétendre à ce niveau de protection en matière de publicité. Ensuite, la zone 3, c'est la zone rose qui apparaît, rose-violet. Comme vous pouvez le voir, c'est l'axe de l'avenue de la Libération qui correspond en fait sur l'ensemble de la métropole aux axes constitués par les lignes de tramway ainsi que leurs abords. Donc nous n'avons pas encore le tramway, mais cet axe-là va être concerné. Et sur cet axe, c'est pareil, le maximum autorisé pour la publicité, ce sera des panneaux de 2 mètres carrés comme les petites... ce qu'on appelle les petites sucettes que vous connaissez et qui sont déjà implantées dans la ville. En effet, là, le souhait était de limiter l'impact visuel de la publicité aux abords du tramway, c'est-à-dire une zone tampon de part et d'autre de l'axe du tramway, ça serait 20 mètres de part et d'autre. Seront aussi concernées les lignes lorsqu'elles traverseront par exemple un rond-point. Là carrément la publicité sera interdite. Là c'est aussi pour des considérations et des raisons en matière de sécurité routière, ce qui est le cas déjà actuellement. Voilà. Ensuite une 4e zone qui est en beige,
Donc comme vous pouvez le voir, c'est au fond, ça représente des zones résidentielles. Nous, sur la commune, ça va surtout impacter en matière de publicité l'avenue des Innes, voilà, qui a été classée dans cette zone. Et là aussi, les publicités seront limitées à 2 mètres carrés. Seul le mobilier urbain pourra bénéficier d'un régime plus particulier avec des formats de 4 à 8 mètres carrés selon les zones. Donc ensuite, il faudra vraiment rentrer dans le détail, mais déjà sur la règle, elle sera celle-ci. Vous dire aussi qu'il y a les zones d'activité, zone 5. Voilà, donc c'est tout petit, c'est là-bas, c'est vers le secteur de Godard. Voilà, donc là aussi, ce sont des maximum 8 mètres carrés et 6 mètres carrés. Donc là, ce sont des zones d'activité. Il y a une 7e zone qui existe dans le règlement, mais qui ne nous concerne pas, qui concerne l'aéroport. Voilà, en résumé, de façon synthétique, au niveau de la publicité. Comme vous l'avez aussi compris, ça concerne bien évidemment les enseignes, ce prochain RLPI. Là aussi, en fonction de ces zones-là, il y aura des règles et des restrictions et des prescriptions qui seront différentes selon où se trouveront les commerces ou les activités susceptibles d'installer des enseignes. Vous dire aussi que les panneaux publicitaires, il y aura 2 ans pour se mettre en conformité avec le règlement, et concernant les enseignes, la durée laissée sera de 6 ans pour se mettre en conformité avec le nouveau règlement. Donc pour en revenir à la délibération, donc en application de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, le projet arrêté est soumis pour avis, donc comme je vous le disais, aux différents conseils municipaux des communes membres. Il convient aujourd'hui d'émettre un avis sur l'ensemble de ce règlement. C'est ce dossier donc, auquel auront été annexés les avis issus des différentes consultations qui sera présenté dans le cadre de l'enquête publique à venir, qui devrait se dérouler sur une période de 1 mois, pendant laquelle les habitants et les professionnels pourront s'exprimer sur le projet arrêté s'ils le souhaitent. Le projet de RLPI arrêté ainsi que le bilan de la concertation seront consultables, et le sont depuis le 17 octobre, ils sont consultables à la direction des services techniques de la ville du Bouscat. Donc, est-ce que je vous fais l'économie des visas? Oui. Voilà, mais vous n'échapperez pas aux considérants. Alors les considérant que suite aux évolutions législatives, la compétence en matière de RLP, de règlement local de publicité, relève désormais de Bordeaux Métropole en lieu et place des communes, qu'en conséquence il convient d'élaborer un document intercommunal qui viendra remplacer et harmoniser les règlements communaux existants dont la caducité est programmée, considérant également que le projet de RLPI va permettre de limiter l'impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en cohérence avec les protections établies dans le PLU 3.1, d'harmoniser la réglementation locale sur le territoire tout en tenant compte des spécificités au vu notamment des 22 règlements de publicité communaux existants qui sont très hétérogènes, mais aussi d'adapter la réglementation nationale modifiée par le décret du 30 janvier 2012, considérant enfin que le projet de RLPI est conforme aux attentes et besoins de la commune du Bouscat, qui souhaite préserver le cadre de vie des habitants, favoriser un aménagement paysager et environnemental, ainsi que préserver les caractéristiques architecturales et paysagères du territoire. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis favorable à ce projet arrêté de règlement local de publicité intercommunale de Bordeaux Métropole. Je vous remercie. Merci pour cette présentation effectivement synthétique dans laquelle on s'est parfaitement retrouvé dans nos quartiers. Peut-être, si j'ai après tout compris, on a diminué quand même les espaces publicitaires à l'unité. On les a beaucoup ramassés pour la plupart. Et en nombre de matériel de publicité, en nombre de panneaux, nous sommes à combien? Nous serions à combien? Alors actuellement, nous avons 53 panneaux publicitaires de 8 mètres carrés. Les seniors? Les seniors, voilà. Et il y en a 29 qui sont concernés par les différentes limitations et interdictions dans différentes zones. Voilà. Très bien. D'accord. Avez-vous des questions à poser à notre rapportrice? Monsieur Alvarez, allez-y. Oui. Oui, monsieur le maire, avec cette délibération relative donc à l'élaboration du règlement local de publicité intercommunale, on aborde un domaine hautement technocratique.
mais aussi très instructif sur le plan de notre culture générale et des connaissances qu'on peut avoir des caractéristiques paysagères de notre aire métropolitaine, si on s'échappe un peu du Bouscat évidemment, et le document un peu complet nous y invite. En effet, quoi de plus naturel que de traverser donc les plaines alluviales de la Garonne, comme vous nous y invitez dans ce document, ou celle des terrasses alluviales des Graves pour se retrouver dans le secteur sauvegardé de Bordeaux avec évidemment en poche le guide de la réglementation relative à la publicité aux enseignes et aux préenseignes issues, comme l'a dit Madame l'adjointe, de la loi Madame la conseillère municipale déléguée de la loi du 12 juillet 2010 et des décrets donc y afférents. Alors on apprend que notre métropole n'est urbanisée que sur 44% des 50 000 hectares qui la composent. Alors le document présenté en annexe sont très très bien composés avec des forces photos à l'appui. On y apprend aussi que, alors c'est là que j'avais pas les mêmes chiffres que ceux que vous avez présentés, il y avait 2243 dispositifs publicitaires sur la métropole et 33 étaient recensés sur le Bouscat au niveau de la publicité. Là vous dites donc 53 panneaux publicitaires. Au dernier comptage, oui. Voilà, au dernier comptage. Alors les dispositifs d'enseigne et de préenseigne sont plus difficiles, je présume, à répertorier. Ils ne figurent pas donc dans le document. Combien les estimez-vous, grosso modo, au Bouscat? D'autre part, il faut savoir que la taxe locale sur la publicité des enseignes rapporte quand même 17 000 € par an à notre budget. Alors, je partage très largement les orientations figurant dans le document. Vous l'avez rappelé, interdire les publicités sur certaines zones, enseignes et préenseignes comprises, les espaces naturels. Il faut harmoniser aussi dans d'autres lieux, moduler les formats publicitaires, dédensifier, comme il est dit, dans d'autres lieux, et veiller à l'esthétique et au respect de l'architecture nocturne des dispositifs lumineux qui sont évoqués dans le document. Il s'agit donc d'établir des correspondances entre les typologies urbanistiques et ce qui est réalisé en matière d'enseigne. Alors, s'inspirant du règlement national, ce document réaffirme, et c'est la chose la plus importante pour moi, et c'est heureux et important, que le pouvoir de police en matière de publicité et d'enseigne, délivrance des autorisations préalables, édiction des arrêtés de mise en demeure, appartient toujours au maire, agissant au nom de la commune. En ces temps de mutualisation forcenée des compétences, je retiens ce chapitre, et donc j'apporterai, comme mes camarades au sein de la métropole, un vote positif à ce dispositif de règlement de publicité intercommunale. Merci. Avez-vous d'autres expressions, mes chers collègues, sur ce qui est proposé, qui va, je crois, dans le sens d'une certaine dépollution tout de même, visuelle, d'agressivité particulière. Voilà, notre communicant patenté et professionnel va nous dire ce qu'il en pense. Non, c'est simplement pour rebondir sur la talentueuse évocation très bucolique de notre collègue dans les beaux paysages de la métropole. Souhaitons simplement qu'il reste quelques panneaux pour favoriser notre déambulation. Merci. Pas d'autres interventions? Bien. Donc nous devons nous prononcer en revanche, nous devons voter. Pas d'abstention. Vote contre? Ça n'est pas le cas. Vote pour? Unanime. Merci mes chers collègues. Très bien. Je crois que ce conseil est terminé, monsieur le secrétaire. Nous sommes au bout. Terminé. Monsieur. Merci. Alors je vous invite donc à rester quelques instants ensemble pour prendre un verre. Et dans les questions diverses, avez-vous des questions? Alors moi j'ai une information tout de suite à vous donner. Le prochain conseil sera le 24 janvier. Nous aborderons donc le DOB, le débat d'organisation budgétaire. Et pour les membres du CCAS, du conseil d'administration du CCAS, et donc Mme Collin notamment, puisque vous êtes nouvelle membre, nous avons la tradition d'avoir un conseil au CCAS avant le conseil municipal, donc à 17h le même jour. Donc le 28 janvier, il y aura aussi donc un CA au CCAS, 24 janvier, pardon, à 17h. Voilà, et donc conseil municipal à 18h30, comme d'habitude, le 24 janvier. 19h, je ne sais plus. 19h, autant pour moi. Non. Une information de la part une information très brève relative aux travaux du tramway. Depuis aujourd'hui 14h, les travaux qui avaient lieu sur les boulevards sont terminés, ce qui laisse peut-être augurer d'un franchissement un peu plus facile des boulevards à la Barrière, avenue de Tivoli et avenue Victor Hugo, puisque vous le savez, il y avait une réduction sur une seule file. Voilà, et on est en train
de jouer de notre influence, elle existe sur la métropole, pour que ces travaux qui doivent reprendre ne reprennent que pendant les vacances scolaires de février, donc dans des zones un peu moins, dans des époques un peu moins fréquentées. Voilà, donc un léger mieux sans doute demain sur les boulevards. Merci pour ces bonnes nouvelles. Voilà, je vous invite à partager ce petit verre. Merci. Le public est invité également, bien sûr.